Salut à tous et bienvenue sur les comptes de la crypto. On se retrouve pour une courte vidéo motivée par Hakim Drao. Merci à toi pour ton commentaire. Effectivement, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. À vrai dire, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai pas trop envie de vous servir la même soupe que la plupart des youtubeurs qui vous vendent des murailles de Chine, le dernier support. Si on les écoute, il y a un dernier support là, il y a une dernière résistance là. Si on casse la résistance, on part sur la lune. Si on casse le support, on descend dans la cave. Moi, je pense que c'est plus nuancé que ça. Il peut très bien y avoir. On peut très bien casser ces zones-là, réintégrer le range, casser ces zones-là, réintégrer le range. Ça veut rien dire, le marché il fera toujours ce qu'il voudra. Et si tout le monde pense justement que ça c'est le dernier support, ben il va s'amuser à venir le chatouiller. Et après ils vous diront que c'est encore un dernier support là. Et après il va aussi venir le chatouiller. Ils vous diront qu'il y a un dernier support là. C'est toujours des derniers supports, des dernières résistances. Moi, je pense qu'il faut prendre du recul un peu avec tout ça. Il faut regarder le marché à travers un horizon de temps plus large. Moi, je m'étais amusé il y a quelques mois à tracer un peu tous les halvings en fait et à mesurer les temporalités qu'il y avait entre chaque halving et chaque ATH et chaque bottom. Donc là, on peut voir qu'au bout de 367 jours pour le premier halving, on avait atteint l'ATH. Après, j'ai mesuré aussi pour les bottoms, vous pouvez voir. Ensuite, pour le deuxième halving, on avait mis 526 jours à trouver l'ATH. Donc après, pareil, vous pouvez voir les chiffres pour les bottoms. Et ensuite, là, pour le troisième halving, on en est à 338 jours. Donc c'est vrai que si on suit ce raisonnement, et faut bien se raccrocher à quelque chose, on pourrait avoir tendance à penser qu'on n'a pas encore trouvé l'ATH pour ce halving. Personnellement, c'est ce que je pense. Après, c'est très subjectif et c'est un pari très risqué. Donc je vous invite à trouver vos propres croyances, à fonder vos croyances sur vos propres analyses. De toute manière, aucun indicateur n'est magique. Il n'y a rien de miraculeux là-dedans. Il n'y a que le temps en fait qui pourra nous dire, et seul l'avenir nous dira. Et avec le temps en fait, le graphique se dessinera et là, on sera là et on pourra analyser justement ce qui nous a fait analyser, en tirer des conclusions et des analyses. Pour le moment, ça sert à rien. La seule chose qu'on peut faire justement, c'est d'avoir nos croyances parce que ça nous réconforte, ça nous fait du bien. Mais il faut quand même rester paré à toute éventualité, à toute possibilité. Donc après c'est comme l'histoire de si on écoute la plupart des commentateurs, c'est soit on va faire un bull run à la 2017, soit on va faire un bull run à la 2013. Non, moi je pense qu'on peut aussi faire un bull run à la 2021, c'est-à-dire un bull run qu'on ignore, un bull run unique. Personnellement, je pense que chaque bull run est unique. Donc en 2017, on n'a pas fait comme en 2013, donc je vois pas pourquoi en 2021, on ferait comme en 2017 ou en 2013, comme s'il y avait que deux scénarios, quoi. Il pouvait pas se passer autre chose. Moi, je pense que le marché il suit son cours, il aime bien nous surprendre. De toute manière, il peut y avoir plusieurs scénarios. Le plus catastrophique, forcément, ce serait un Bitcoin qui repart à zéro et qui entraînerait avec lui tout le monde de la crypto-monnaie après des annonces gouvernementales très 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 rudes. On peut imaginer et envisager tout type de scénario catastrophique. Après, il pourrait y avoir aussi un bear market qui durerait quelques années, plus ou moins longues que les derniers bear market, pourquoi pas. Après, on pourrait très bien aussi faire un petit bear market qui durerait tout l'été et repartir pour l'automne. Personnellement, ça, je l'envisage un peu moins parce que la plupart des gens, en tout cas une grande majorité de personnes, pensent que pendant l'été, le marché fait la sieste. Parce que les institutionnels et les baleines sont en vacances. Donc apparemment, il se passe moins de choses sur les cryptos et sur les marchés en général pendant l'été. Moi, quand je regarde un peu les antécédents et le passé du marché, j'ai pas l'impression qu'il se passe rien l'été. Et j'ai plutôt l'impression qu'il y a tellement une grande majorité qui pense ça que le marché a de fortes chances de faire le contraire. Parce qu'on connaît le marché, il est taquin, il aime bien nous surprendre. Et si tout le monde pense que cet été, il va rien se passer et que le marché va faire la sieste, et ben c'est peut-être cet été que le marché va se réveiller et repartir. Pendant que tout le monde sera sur les côtiers en vacances et aura alloué son budget pour les vacances. Et vu que la plupart des gens qui pensent ça, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, moi, mon capital que je vais réinjecter, je le mettrai en septembre, en octobre. Donc pour l'été, ils vont juste préparer, anticiper leurs vacances. Ils seront là, bien tranquilles, sous leur palmier, en train de bronzer, de dorer la pilule. Le marché va repartir sans eux, parce qu'ils n'auront rien à remettre. Et au final, ce sera le meilleur moyen, en tout cas pour les institutionnels et pour les baleines, comme on dit, ce sera le meilleur moyen de partir sans trop de particuliers dans le train en fait, parce que les particuliers seront à la plage, en vacances, avec les restrictions sanitaires qui s'allègent. Les personnes auront pris leur billet de train, leur billet d'avion et seront partis bien loin en vacances.
et bien loin des marchés, justement. Donc moi, ça, c'est un scénario que j'envisage, qu'on reparte pour l'été, pourquoi pas. Après, on peut repartir aussi avant l'été, on peut repartir après l'été. De toute manière, on ne sait pas, je vous dis, hein, c'est le temps qui nous le dira. Pour l'instant, ce qui reste intéressant, c'est que je vais pas vous vendre le truc en vous disant c'est les soldes, allez faire les courses. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de projets proposent des entrées en fait pour les retardataires, hein, simplement. Donc après, il ne s'agit pas de venir comme des fous et faire des all-in. Déjà, il faut avoir vos projets. Donc, moi, je m'adresse vraiment à ceux qui avaient repéré des projets, qui croient vraiment en certains projets et qui regrettaient de ne pas être montés dans le train avant des pentes trop verticales. Donc là, par exemple, pour Avax, si vous étiez là et vous n'étiez pas rentré, que vous étiez là, vous n'étiez pas rentré, et après, quand vous avez vu ça, là, vous avez dit, je peux pas rentrer, c'est trop vertical, et que là, vous n'avez pas voulu entrer parce que c'était trop haut, là, c'est sûr que ça peut être intéressant de commencer à rentrer en DCA par palier, toujours. Ça sert à rien de mettre des all-in parce qu'on peut très bien continuer à faire ça, à corriger. Donc c'est au moins, si vous êtes en DCA, vous allez avoir une moyenne qui est lissée, et même si on remonte, vous allez peut-être regretter en vous disant oh, j'aurais dû mettre un all-in, si j'avais mis un all-in j'aurais été voilà. On pense toujours qu'on est un génie quand ça marche, et au final quand ça marche pas on est frustré et on est très triste. Alors on va éviter tout ça, on va rentrer en DCA. Au final, même si on remonte, c'est pas grave, on aura une moyenne qui sera plus haute, mais au moins après voilà, c'est l'appât du gain et c'est la gourmandise. Donc après, il faut choisir entre la gourmandise et la prudence. C'est sûr que si on prend un graphique comme Solana, les retardataires, il les a pas attendus très longtemps, hein, comme pour Matic. Donc c'est pareil, si vous étiez là et que vous aviez envie de mettre all-in et qu'on vous a conseillé de faire un DCA, et que vous avez écouté la personne, vous allez lui en vouloir. Ah, pourquoi je l'ai écouté, pourquoi j'ai fait un DCA, j'aurais dû rentrer all-in. Là, j'aurais fait une belle plus-value à l'heure actuelle, presque 100%, j'aurais dû m'écouter. Non, vous n'aurez pas dû vous écouter, vous avez bien fait d'entrer en DCA, on ne savait pas à ce moment-là si le marché allait faire ça ou il allait faire ça. Dans le doute, mieux vous entrez en DCA, au moins, même s'il part par là, vous prenez là, vous avez une moyenne là. S'il part par là, vous prenez là, vous aurez une moyenne là. Mieux vaut avoir cette moyenne-là ou cette moyenne-là, peu importe, mais dans tous les cas, en fait, vous avez prévenu les risques. C'est ça le truc. Vous avez prévenu les risques. Vous n'allez pas regretter. En fait, je pense que c'est plus dur et que le regret est plus grand de perdre que de gagner. Ça, c'est sûr. Par exemple, vous avez un marché qui va être comme ça, après qui va repartir comme ça. Ici, vous avez mis 1, d'accord ? On va prendre une base, hein, une unité, $1. Vous avez mis 1, ici ça faisait 10, d'accord ? Et ici ça faisait 100. Ok ? Donc ici on retrouve les 10, et ici on retrouve les 1. Ok ? Donc vous êtes entré là, vous êtes sorti ici. Après vous avez vu ça, vous avez eu le regret, vous avez dit oh j'ai pris que 10, alors j'aurais pu prendre 100. Mais vous ne pouvez pas regretter. Enfin, vous allez regretter quand même, mais dans tous les cas vous avez pris quelque chose, vous avez gagné quelque chose. Comparez-vous maintenant à la personne qui n'avait pas pris les 10, d'accord ? Il a continué à monter, il n'a pas pris les 100 parce qu'il pensait qu'on allait continuer à monter, sauf qu'on est redescendu. Vu qu'il a vu les 100, il a refusé, il a vu les 10 là, quand il a recroisé les 10, il a dit mais c'est pas possible, moi j'avais 100, je vais attendre. Il les a pas pris non plus, il est redescendu, il retrouve ses 1. Vous pensez c'est quoi le plus grand regret là ? C'est d'avoir pris les 10 ou d'être revenu à 1 ? Donc voilà, il faut plutôt voir les choses comme ça. Et c'est pareil du coup pour le DCA, etc. etc. Donc voilà, pour le marché, franchement il n'y a pas grand chose à dire, hein, à part d'attendre, juste d'attendre, de patienter, de voir qu'est-ce que le marché va nous faire. Et puis voilà, il va pas forcément nous dessiner, il va pas forcément nous faire un bull run à la 2013 ou à la 2017 comme beaucoup disent. Donc faut prendre du recul avec tout ça et attendre de voir quoi. Je vous dis, il a aucune raison quoi parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent il va faire soit un bull run à la 2017, soit un bull run à la 2013. Je pense qu'il peut aussi faire un bull run à la 2021, c'est-à-dire un bull run mystère, point d'interrogation. Un bull run qui sera unique, je pense que chaque bull run est unique. Il a aucune raison de faire comme lui ou comme lui.
pour la simple et même raison qu'en 2017, il n'a pas fait comme en 2013. Donc en 2021, il peut aussi faire complètement et différemment. Il y a pas que, c'est pas parce qu'on a connu deux façons, deux méthodes, deux scénarios que c'est uniquement ces deux scénarios qui pourront se passer. Il peut se passer justement un troisième scénario que personne n'envisage. Et personnellement, c'est ce que j'envisage pour le coup. Donc voilà, le conseil c'est d'entrer, d'en profiter. C'est le moment en tout cas d'en profiter, d'entrer par DCA sur tous les projets que vous avez loupés, que vous avez manqué, que vous avez regretté de voir partir si haut. Genre par exemple, regardez-moi le cake là. Moi j'en connais beaucoup, ils l'ont vu ici, quand ils ont vu ça, ils ont regretté. Après c'était trop tard, psychologiquement ils se sont dit je peux pas rentrer là-dessus. Du coup ils sont pas rentrés et ils ont bien fait. Aujourd'hui on revient ici les chercher, bah là c'est le moment. C'est le moment, mais pas d'entrer en all-in, d'entrer en DCA. Après je parle du cake, mais bon, pas forcément le cake, hein. Il y a le Avax, le Atom, Algo, Ada, Ave. Mais il y en a, voilà, ils n'ont pas attendu longtemps. Hein. Quand on regarde le Matic, regardez le DOT, il revient chercher un peu les retardataires. Voilà, moi je pense qu'on revient chercher les retardataires, le GRT, etc., Commando. Donc il y en a plusieurs, il y en a pas mal. Donc si vous aviez vos petites listes, profitez-en d'entrer tranquillement, doucement, en attendant de voir ce que le cours va faire. Vous rentrez petit à petit, quoi. Après, vous pouvez simplement vous appuyer sur le Bitcoin. Hein, si vous voyez qu'on continue à descendre, vous rechargez DCA sur les autres, hein, pas sur le Bitcoin. Et puis voilà. Donc sinon là, je vous prépare une petite vidéo là sur Ecomi, Vivi, parce que bon, déjà pour le graphique, moi j'avais tracé un petit canal descendant qui avait été pas mal respecté. Et qu'il l'est toujours d'ailleurs, c'est juste qu'on a rebondi dessus, on n'arrivait pas à en sortir. Là on y est sorti, franchement avec cette bougie verte, on est venu rebondir sur le canal, mais sans l'intégrer, et depuis on est en train de ranger. Donc si c'est le cas, ça voudrait dire qu'on a trouvé notre bottom, sinon on pourra redescendre le chercher. Hein. Honnêtement, moi en tant qu'investisseur, holder, long terme, tout ce que je demande sur le OMI pour l'instant, c'est qu'il aille chercher le plus bas possible, parce que plus le bear market durera et plus fort il sera, plus puissant le bull run sera. Et ça, il n'y a que les connaisseurs et ceux qui ont étudié le sujet qui peuvent comprendre, mais en gros ce qu'il faut retenir, c'est que à chaque vente de gems sur l'application Vivi, il y a des OMI qui sont brûlés. Donc si vous achetez 100 $, de gems, il y a 100 $ de OMI qui sont brûlés, et 100 $ de OMI, ça représente bien plus de OMI avec un cours bas qu'avec un cours haut. Donc de toute façon, je suis en train de vous préparer tout ça, mais juste pour vous donner l'exemple, pour 1000 $ de gems achetés, si on enlève les taxes et les frais d'application, ça laisse 700 $ de rachat. Et pour 700 $ de rachat, regardez, là actuellement il est à 0,022. Ça veut dire là pour 700 $ de rachat, ça fait 318 000 jetons qui sont brûlés. Vous voyez, alors que s'il monte plus haut, s'il était à 1 centime, ça ferait que 70 000 jetons. Et s'il descend plus bas, ça ferait 700 000. Après, regardez, on peut prendre un exemple plus concret. Si on prend, j'avais repéré le 9 avril dernier, ça fait 40 000, voilà. 40 000 de dollars ont été brûlés en OMI. Ça représentait 4 millions. Pourquoi ? Parce que le 9 avril, regardez où on était. Le 9 avril, on était là. On n'était pas loin des 1 centime, quoi. Donc, vous voyez, plus le cours il est haut, moins on brûle. Pour 40 000 $, on n'a brûlé que 4 millions de jetons. 4 millions, 40 000. Ok ? On remonte là hier, 40 000, on n'est pas à 4 millions, on est à 18 millions. Vous voyez ? Donc plus le cours descend bas, plus on brûle de jetons. Mais bon, là je suis en train de vous faire une vidéo là sur le sujet. Donc elle devrait sortir prochainement. Après, si vous manifestez un plus grand intérêt, ça sortira plus vite. Forcément, c'est comme ça que ça marche. Mais en tout cas, voilà, on a fait le tour. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Si ce n'est que pour le VRA, pour le VRA, voilà, j'avais identifié quelques zones support. On peut voir que le VRA, il a vraiment une bonne mémoire du passé. Il rebondit toujours sur des zones, qui avaient été des supports ou des résistances auparavant. Hein. Donc, moi, j'avais pu dessiner ça. En l'occurrence, j'avais pu identifier et poster sur Twitter un beau W là. Vous le voyez. Je ne sais pas si vous voyez, moi je le vois. Un beau W, bon après ça a été un peu annulé par la suite, hein, les corrections du Bitcoin et tout, forcément ça a un impact sur le cours des autres altcoins, dont le VRA, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il est reparti, qu'il était prêt à repartir en tout cas. Donc en tout cas il commence à nous dessiner des petits W qui s'instaurent, donc je pense que
Je pense qu'il a vraiment du potentiel. Et après pour le Omi, je vous dis là, il y a une vidéo qui va arriver où je vais remettre à plat en fait toute l'histoire de la supply et tout, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nagent un peu dans le brouillard, qui savent pas trop y voir clair, qui connaissent juste les 750 milliards de jetons, mais qui n'en savent pas plus. Donc là, je vais vous expliquer ça beaucoup plus clairement, et comme ça, vous allez pouvoir vous y retrouver et comprendre pourquoi, en tant qu'investisseur au long terme, on n'a qu'un seul souhait et qu'un seul désir, c'est que le cours du Omi chute et reste bas le plus longtemps possible. Plus longtemps il restera bas, je vous dis, et plus des jetons seront brûlés, et plus ils seront rares, et plus l'impact sera puissant dans l'avenir. Parce que je pense vraiment que Vivi, il a un avenir florissant et radieux devant lui en tant que précurseur et prédécesseur vraiment dans le domaine des NFT sous l'application mobile de réalité augmentée. Il y a quelque chose de vraiment très très lourd qui s'annonce. Donc voilà, je vous en fais une vidéo là très prochainement, je vais la tourner. Là, j'étais en train de fignoler un peu le travail là-dessus. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Merci à vous, tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Si vous l'êtes déjà, merci à vous. Si vous faites partie de la majorité qui regarde la vidéo sans être abonné, juste vous rappeler que c'est gratuit et sans engagement. Ça donne la force et ça permet d'atteindre des zones qui seraient quand même intéressantes, notamment la zone des 1000 abonnés qui permettrait que je puisse mettre des petits posts sur le fil d'actualité YouTube. Parce que quand j'ai pas trop le temps dans la journée, mais que je vois des petites figures ou des petits trucs qui se dessinent ou des petits appels que je pourrais vous faire, mais pour ça il me faut 1000 abonnés, donc là je suis à 540, donc voilà, je compte sur vous les gars, et voilà, on se retrouve très bientôt, et je vous remercie, ciao.